Bienvenue aux Attachés de presse, notre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 83. Brièvement, on va discuter de l'investiture des candidats de Sherbrooke et de Saint-François du Parti québécois, puisque Eden était présent lors de cette soirée. Eden, quel était ce genre de soirée, puis comment tu peux nous la décrire personnellement? Vendredi, c'était la soirée d'investiture conjointe de Saint-François et de Sherbrooke pour le Parti québécois. Donc, le Parti québécois a un fonctionnement assez démocratique à l'interne. Là. C'est les membres qui choisissent les candidats. Comme à QS, c'est parfois Parti libéral, mais à la CAQ, c'est vraiment pas le cas. Hein. C'est vraiment le chef qui désigne les candidats. Mais donc, c'est ça. Donc, c'était des investitures qui étaient non contestées. Donc, Yves Birbé-Lausière et Sophie Tanguay ont accepté d'être candidats respectivement dans Sherbrooke et Saint-François. Il y avait quand même pas mal de monde, environ une centaine de personnes. Pour un vendredi de la construction, c'était quand même assez intéressant comme foule. Les candidats parlaient de quoi? Yves, lui, il s'est concentré sur les enjeux de logement, la crise du logement, de justice sociale et de développement économique. Hein. On sait que c'est un professeur de génie, donc lui, le développement de l'ingénierie à Sherbrooke, ça le tient vraiment à cœur. Surtout avec la zone d'innovation aussi qui arrive. Là. Exact, puis lui, il est extrêmement calé là-dedans parce qu'il en fait partie de ce projet-là dans ses activités privées. Et Mme Tanguay, elle s'est plutôt concentrée sur un discours qui était plus émotif, un peu plus romantique, là, sur la souveraineté, plus nationaliste, des références à Lévesque, à Lise Payette. Voilà, un discours aussi axé sur la santé. Hein. On sait que madame est infirmière en chef adjointe. Là. Donc, c'est un discours qui est axé sur la santé avec une espèce de tangente nationaliste qui a assez de attirer les foules. Et le chef du parti était là aussi, M. Saint-Pierre de Lamondon. Et dans son discours, j'ai vu vraiment de la combativité. Là. Quelqu'un qui savait que les temps étaient difficiles, mais qui était résilient et qui était prêt à aller au marbre là, pour en découdre et tenter de faire en sorte que le Parti québécois survivre à cette élection et un bon résultat, somme toute. Donc, c'est somme toute une petite question avant de terminer. Je sais aussi qu'il y avait Mme Anissa Fedor qui était présente comme ancienne candidate du Bloc. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats ou d'autres personnalités qui étaient présentes? Des candidats du PQ, là, il y avait M. André Duncan qui est dans Mégantic. Et sinon, il y avait Émeric Couture-Picard qui est dans Drummond-Boisfranc. Mais sinon, c'était pas mal ça. C'était beaucoup des militants là, qu'on voit souvent dans les événements du PQ de l'Estrie. Mais voilà, c'était une foule qui était déshabituée. Là. Merci Eden, ton tour d'horizon. Tu reviens tout de suite après la courte pause publicitaire qu'on vous présente pour discuter notamment du sondage léger qui a paru cette semaine pour la campagne électorale de cette semaine. On revient très rapidement. Oui. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Maintenant, on parle d'un sujet qui nous touche particulièrement, qu'on aime en parler, en discuter. Le sondage léger qui est apparu plus tôt cette semaine, QC125 a quand même mis à jour son site web par rapport à toutes les circonscriptions et toutes les possibilités de victoire selon les différents sondages auxquels il a eu recours. Il agrège. Oui, donc, de quoi on parle maintenant? Quel est le portrait à l'heure actuelle, Eden? Le portrait de sondage léger, c'est la CAQ à 44%. Une hausse de 3% par rapport au dernier sondage, mais c'est relativement stable depuis un an. Là. Le PLQ à 18%, qui stagne depuis mai environ, qui est vraiment stagnant avec sa base anglophone. Est-ce que c'est grâce à cause d'une montée du Parti conservateur du Québec? On savait aussi, selon les analystes, que beaucoup de francophones des libéraux allaient se tourner vers ce parti, étant donné qu'il était anti-caquiste notamment. Il y a ça aussi, il y a le fait que le Parti libéral, depuis que l'épouvantail référendaire n'est plus utilisable, hein, c'est très difficile d'attirer parce que le parti avait basé son idéologie sur l'anti-souverainisme là, pendant 30 ans. Donc, c'est des lendemains difficiles. Un peu comme le PQ, hein, qui dans le sondage est à 10%. Donc, c'est une modeste hausse par rapport au dernier, mais 10%, ce serait le pire résultat de l'histoire du parti tout de même. Sur une note plus positive, QS est à 15%, ce qui est environ un point en deçà de 2018, mais c'est une hausse par rapport au dernier sondage. Donc, ils peuvent espérer peut-être faire des gains. Et les conservateurs sont à 13%, donc toujours un score incroyable si on les compare à leur résultat passé. Mais pour la première fois, on voit qu'ils stagnent, voire qu'ils ont même perdu 2%. Donc, est-ce la fin de la lune de miel du M? Peut-être, peut-être pas. On verra. Du côté des francophones maintenant, Eden, évidemment, du côté de la CAQ et du Parti libéral, ça stagne, mais au niveau de QS, le PQ puis le Parti conservateur, il y a quand même des données intéressantes. Là. Des données intéressantes parce que il faut comprendre que la très grande majorité des comtés au Québec, environ 100-125, sont à très forte majorité francophone. Donc c'est un peu le vote qui décide réellement de l'élection. La CAQ est à 50, comme tu disais, c'est une domination totale. QS est à 16, donc c'est un petit gain d'un point. Son deuxième, il se démarque en tant que deuxième parti francophone, ce qui est important.
Le PQ est à 12, donc il a augmenté de 3% par rapport à la dernière élection, mais c'est bas par rapport au dernier sondage, mais c'est vraiment bas comparément à ce que le PQ nous habitue. Le PCQ est à 11. Et c'est vraiment intéressant parce que d'habitude, le PCQ, on pourrait croire qu'il serait quand même fort chez les francophones, mais il est un peu moins fort que chez les anglophones. Et les libéraux sont à 10, donc comme d'habitude, ils sont très très faibles chez les francos. Mais pour ce qui est du deuxième choix, là, c'est là que ça commence à être intéressant. Le deuxième choix des électeurs. Oui, parce que là, on va un peu rentrer dans les profondeurs du sondage, là, et on va essayer d'en tirer une analyse. Donc là, moi, je vais me rendre à la question. On se peut mal tous que la CAQ va gagner l'élection, on s'entend. Mais la question maintenant, ça va être quelle va être l'opposition? Quel parti va se démarquer? Et en plongeant dans le deuxième choix, on peut avoir une idée de qui pourrait se démarquer. Donc, selon le sondage, les deuxièmes choix vont comme suit. 16% des deuxièmes choix vont au PQ, 15 à QS, 12 au PLQ, 10 à la CAQ et 5 au PCQ. Donc, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le PCQ n'a pas beaucoup de potentiel de croissance. Si on met les deuxièmes choix et les premiers choix ensemble, là, ça fait 18% maximum, ce qui est vraiment insuffisant pour être une opposition officielle. Du côté de la CAQ, bon, c'est dominant. Ensuite, les autres partis, on a le PLQ et QS avec un potentiel de 30% et le PQ avec 26%. Donc, c'est vraiment dans les mêmes eaux. Et après ça, si on va encore plus loin, si on va dans les deuxièmes choix francophones, donc ce qui est vraiment important pour la majorité des comtés, le PQ est à 20%, QS à 15%, la CAQ à 10%, le PLQ à 10% et le PCQ à 4%. Donc, en gros, Ouais. Ben, continue. en gros là, le PQ est à 32% de possibilités chez francophones, QS à 31% et les libéraux à 20%. Ce qui nous montre que les libéraux ne sont pas non plus vraiment dans la course pour aller chercher beaucoup de comtés francophones. Ce qui veut dire en gros que si l'élection reste maussade et qu'il n'y a personne qui se démarque, le PLQ va être une opposition par défaut à cause des châteaux forts libérales qu'il y a dans l'ouest de l'île de Montréal. Mais s'il y a un parti qui peut se démarquer, ça va être soit QS ou le PQ. QS part avec une longueur d'avance bien sûr parce qu'ils ont plus d'intention de vote en ce moment que le PQ. Et ce parti-là pourrait devenir l'opposition officielle et détrôner les libéraux. Sauf que pour QS, exemple, ça va être difficile parce qu'il faudrait qu'ils gagnent plusieurs comtés qui n'ont jamais gagné et qui n'ont jamais même passé proche. Il faudrait qu'ils arrivent environ à 18-19 comtés pour être l'opposition. Mais c'est un défi qui est possible. Justement, tu t'expliques justement que le Parti libéral risque de ne pas faire des gains, notamment consolider ce qu'il y a déjà au niveau de l'ouest de Montréal. Quand on regarde les chiffres plus concrètement des circonscriptions, là, on le voit, là, des châteaux forts libéraux comme la circonscription de Marquette, Lapinière, Laporte, Maurice-Richard même, et aussi le comté de Mme Anglade, là, qui est... Saint-Henri-Sainte-Anne. Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est des comtés qui ne sont pas assurés ou ce que... C'est une course à 4 là, dans Sainte-Marie-Sainte-Anne. Pour l'instant, ouais, ce serait une course à 4. Dans Lapinière, dans Laporte, dans Marquette, la CAQ soit est en avance sur les libéraux, ou soit c'est très serré entre les libéraux et la CAQ. Tandis même dans Maurice-Richard, évidemment, bon, depuis le départ en fait, l'expulsion de Marie Montpetit du caucus libéral, c'est la CAQ qui est en avance. Là. La CAQ devrait gagner le comté de Maurice-Richard. C'est QS qui est deuxième. Les libéraux et sont QS est vraiment deuxième plus dans la game à ce niveau-là. Ouais, puis juste avant qu'on passe au siège là, chez les jeunes, hein, chez les 18-34 ans, QS est à 35%, hein, ce qui est vraiment intéressant en premier, et la CAQ est à 30% en deuxième. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le QS a un potentiel de 47% si je mets les premiers et deuxièmes choix chez les 18-34 ans. C'est un potentiel énorme de réserve de voix, mais qui c'est très volatile. Ces gens-là ne votent pas souvent. Hein. Mais c'est le vote. C'est le ça vote pourrait jouer gros. que QS pourrait chercher pour gagner plusieurs comtés. A contrario, la CAQ, lui, a un potentiel de 62% chez les 50-50 et plus. Mais ces gens-là votent beaucoup. Et c'est ça qui va être vraiment important pour les deux partis de faire sortir leurs votes qui sont vraiment en tranche d'âge vraiment différenciés. On va maintenant plonger dans la projection Q625. Donc, Q625 projette 96 sièges à la CAQ. Il y en a eu 74 en 2018. 18 aux libéraux. Il y en a eu 31 en 2018. 9 à QS. Il y en a eu 10 en 2018. Dans le fond, ils perdraient Rouyn-Noranda et Témiscamingue selon Q125. 2 au PQ. Donc, ce serait Matane-Matapédia, le comté de Pascal-Bérubé. Et Bonaventure, où Alexis Deschênes, là, qui est quand même assez connu, se présente aussi. Et pour le PCQ, 0, donc comme en 2018. Mais il y a une possibilité d'en gagner quelques-uns là, si ça va un petit peu mieux, selon Q125. Ouais, effectivement, le comté de M. Éric Duhem, le chef, dans Chauveau. Course très serrée avec le député sortant, M. Stéphane Lévesque, si je me souviens. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, oui. Excusez-moi. Puis évidemment, dans Beauce-Nord, Beauce-Sud aussi, là, que les scores sont assez élevés. Donc, quand même une grande concentration du vote des conservateurs dans ces trois comtés-là. Donc, ça ressemble à ça aussi pour ce qui est des conservateurs. Maintenant, les circonscriptions des chefs, évidemment, M. Legault et M. Nadeau-Dubois n'ont pas d'inquiétude. Ils devraient être réélus assez facilement. Mais c'est pas le cas pour la circonscription de Mme Anglade, comme on l'a mentionné, de M. Paul Saint-Pierre Plamondon et de M. Duhem, qu'on vient de discuter.
Non, c'est ça. Legault et GND vont être élus, là, selon C125, à plus de 99% des chances. C'est des comtés qui sont fortement caquistes et libérales, là, respectivement. Excusez-moi. Et solidaire. Caquiste et solidaire, excusez-moi, effectivement, c'est lapsus. Mais pour les autres chefs, c'est vraiment pas clair. Anglade, Dominique Anglade, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est un comté dans le centre-sud de Montréal, pour ceux qui se connaissent pas en géographie montréalaise. Là. La projection donne 29% à la CAQ, 28% au PLQ et 27% à QS. Ce qui fait respectivement 44, 32 et 24 pourcentage de probabilité de victoire. Donc, c'est une course à 3 vraiment classique qu'on a. Et moi, personnellement, mon petit grain de sel, c'est que QS va peut-être en sortir dans cette circonscription-là parce que c'est un candidat assez connu. Mais en même temps, Dominique Anglade va avoir un bonus parce qu'il est la chef, surtout s'il fait une bonne campagne. Donc, on verra. C'est à suivre. Même chose pour dans la circonscription de Bourget, récemment renommé Bourget-Camille Lorrain, où Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, tente une percée à Montréal pour le parti. La CAQ est à 34%, QS à 26% et PQ est à 20%. Donc, une course à 3, moins serrée dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Où le PQ va clairement bénéficier d'un petit bonus de chef aussi. Donc, la course pourrait être serrée, ça va dépendre de la campagne, mais ça va être très difficile pour le chef du PQ. Et dans Chauveau, la CAQ sera à 40% et le Parti conservateur à 36%. Donc, selon Q125, Éric Duhem aura environ 28% des chances de gagner l'élection, ce qui est non négligeable. Mais ça bouge extrêmement vite et on n'a pas vraiment de sondages locaux. Comme tu disais tantôt, Marco, on va attendre. La firme Main Street en fait beaucoup pendant l'élection. Bon, ils sont pas toujours fiables, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, ça nous permet d'avoir une idée parce que là, c'est des extrapolages de sondages nationaux faits sur 1000 répondants. Donc, la marge d'erreur peut être à 7-8%. On s'entend que c'est pas le plus fiable possible. Mais moi, ce que je revenais sur Chauveau, une course à 2, oui. Éric Duhem, s'il fait une bonne campagne, c'est une immense probabilité qu'il rentre. Là. Surtout qu'il va être au débat des chefs, il va être suivi par les médias nationaux. S'il gagne pas, c'est parce qu'il a pas fait une bonne campagne, honnêtement, on va se le dire. Là. Ouais, ou soit que, évidemment, les militants qui s'étaient ralliés à sa cause décident de littéralement quitter le parti ou juste de ne pas aller voter, là, de ne pas faire sortir son vote à lui, là, qui est principalement basé là, sur la revendication des libertés individuelles. Là. On le voit beaucoup chez les candidats, c'est ça. Là. Mais vraiment, il faudrait que ces gens-là aient voté. Ce qui est intéressant à voir avec le PCQ, c'est qu'ils ont justement, tu pensais, est-ce que les gens vont les voter? Ils ont une base extrêmement solide. Selon le sondage, là, quand on demande aux gens la fermeté de leur choix, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que vous allez voter pour ce parti-là ou vous allez peut-être changer d'avis? Le PCQ a 72% de ses électeurs qui sont sûrs de leur choix, contre 26% qui sont ambivalents. C'est vraiment plus haut que les autres partis, même plus haut que la CAQ. Québec solidaire, à contrario, qui est un parti avec beaucoup de votes jeunes, un vote très volatile, a seulement 43% de votes fermes, contre 57% de votes incertains. Ce qui est extrêmement dangereux pour QS parce qu'autant ils peuvent monter vite qu'ils peuvent descendre vite. Tandis que le PCQ va peut-être continuer à descendre jusqu'à 10%, mais à partir de 8, 9, 10, ils vont arriver à un plancher où ils vont pouvoir concéder leur appui, même si ça ne leur donnera pas nécessairement des comtés, par contre. Ça, c'est une autre affaire. Une élection qui s'annonce excessivement intéressante, honnêtement. Merci pour le portrait, Eden, très apprécié. Ça met la table pour non seulement nos vacances officielles, puisque c'était notre dernière en direct, si je peux me permettre. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose, Marco. Je voulais juste conclure rapidement. Évidemment, on est un peu serré au niveau du temps là, pour l'émission. Là. Pour faire un petit tour global en Estrie. Là. Pour l'instant, évidemment, Christine Labrie est en avance dans son comté selon évidemment Q125 et le sondage. Là, c'est le seul comté, évidemment, qui ne sera pas caquiste si on suit la tendance et que l'élection avait lieu aujourd'hui. Donc, ça reste à voir pour le reste, évidemment, comme mentionné. Puis nous, de notre côté, on fait relâche pour les 2 prochaines semaines. Ouais. Recharger nos batteries pour la campagne, si je peux me permettre l'expression, puisqu'elle va être chargée, on va être là. Oui, et devrait être enclenché justement à notre retour en ondes. Là, donc, oui, pas mal. Ouais. Ça va être fin... On n'a pas d'idée. Moi, j'ai pas d'idée, là, honnêtement. Là. C'est fin août environ. Là, donc, c'est la dernière semaine de août, normalement, qui ont comme fenêtre à déclencher. Là. J'ai hâte de voir quand ils vont le faire, mais selon moi, ils vont le faire le plus tard possible parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que la campagne soit moins longue parce qu'ils sont tellement en avance, ils ne peuvent que perdre la CAQ. Exactement. Justement, Philippe Fournier disait, à ce point-ci, seulement la CAQ peut battre la CAQ. Ouais. Il y a juste eux qui peuvent se battre parce qu'ils sont tellement en avance. Il a dit si la CAQ perd l'élection, ça serait jamais vu dans l'histoire canadienne et québécoise. Ça finit l'émission sur une très belle citation. Merci, Eden, pour tout ça. Chers auditeurs, auditrices, merci infiniment d'avoir été avec nous cet été. On se retrouve en direct vers la fin du mois d'août. La confirmation, on n'a pas la date encore, mais on va être là pour parler de politique et d'élections provinciales. C'était les attachés de presse sur CFAC 83.